Eh, Ouais. tu connais l'expression tonnerre de Brest ? Ouais. Bah écoute, longtemps, on a pensé que cette expression était liée au bagne qui se trouvait dans la ville. Parce qu'en fait, au XVIIIe siècle, lorsque des détenus s'évadaient de cette gigantesque prison qui était installée sur la rive gauche de la ville, il y a un coup de canon qui résonnait pour prévenir la population. Tonnerre de Brest, il y a un prisonnier qui s'est échappé. Alors ceci, bien sûr, c'était parce qu'il y avait une prime à la clé pour les habitants qui aidaient à retrouver les évadés. D'accord. Mais en vérité, et d'après un article du Point d'avril 2024, des recherches historiques récentes ont permis d'établir l'origine exacte de cette expression. Je vais débunker grave. Oula. En fait, Tonnerre de Brest est une référence à un épisode d'orage impressionnant qui a eu lieu en 1718, et pas un petit coup de tonnerre. Dans la nuit du 14 au 15 avril, donc nuit du vendredi saint, 3 coups de tonnerre puissants ont généré des éclairs qui tombèrent sur 24 églises différentes en même temps. Ouais, c'est gros... Et à Brest, du coup. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme une attaque finale dans Final Fantasy. Ouais, quoi. ouais. Ça touche tout le monde, quoi. Alors, étonnamment, la foudre n'a frappé que les églises dont les curés ont sonné les cloches pour conjurer le mauvais sort. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un châtiment divin contre ceux qui ont osé sonner les cloches un jour de vendredi saint, ce qui est bien sûr un blasphème, comme tu le sais. Mais bon, au fond, tout ce qui compte, c'est que le capitaine Haddock fasse de la bonne pub pour le Nord Finistère dans chaque album de Tintin. Dans ton culture. Pas mal, c'est français. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. En fait, pour ceux qui sauraient pas, vous savez pourquoi il y a écrit RCP sur les fournitures de pompiers? Non, ça veut dire ça pour pompier. Non, ça veut dire ça brûle. T'as parlé ou t'as pété là? Et alors, où allons-nous les gars? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir, trottoir et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Comme tous les 15 jours, c'est un plaisir colossal de vous retrouver pour vous raconter des trucs très intéressants. Ce coup-ci sur un seul sujet, parce qu'on a envie de marquer le coup. Et comme à l'accoutumée, je ne suis bien sûr pas seul, car je suis avec mon dude, mon vieux gars, un effet beau corps huileux, qui est celui qui frappe dedans la vie, un grand coup d'amour. Ah. Je veux bien sûr parler de Sam, comment vas-tu bien toi là? Tu voulais pas parler de Jerry Boulet? Sacré Jerry, bisous aux Québécois, hein. Ouais. À nous aussi, Jerry nous manque. Mais ça va bien, je te remercie. Et toi, mon gars? Ah bah ça va très très bien, je ne suis pas celui qui lutte quand la vie le culbute. J'imagine que depuis le dernier épisode, bah t'es plutôt content de la récente fessée du FN aux législatives? Oui, plutôt, ouais. Plutôt, hein. Effectivement. Très bien, ils vont pouvoir retourner à leur selfie et leur convention négationniste. Bon allez, assez parlé d'eux, il est impossible d'y échapper, les Jeux Olympiques de Paris 2024 commencent dans un peu plus de 10 jours au moment où nous enregistrons cet épisode, et nous avons décidé de surfer sur cette vague déferlante avec pour une fois un sujet commun. Ce n'est pas de l'opportunisme, nous vivons simplement avec notre époque. Et surtout, nous espérons que cela va vous plaire. Alors est-ce que t'es dans les starting blocks mon gars? Allez! C'est les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques. C'est dur de passer à côté des JO ces temps-ci, hein, que ce soit par rapport à l'énorme variété des épreuves, le prestige, les retombées économiques apportées aux pays organisateurs, le rassemblement des peuples autour d'épreuves sportives, ou pour aller chier dans la Seine. D'ailleurs, merci d'avoir annulé ton voyage en juin et d'être resté pour un enregistrement, parce que je savais que ça te J'avais tenait à tellement cœur. envie. Bah, Bah, je sais. Mais ne t'inquiète pas, Sam, je ne vais pas marcher sur tes plates-bandes, parce que si on est bien sur un sujet à 4 mains, chacun son taf, puisque je vais vous parler des origines des Jeux Olympiques, ainsi que du renouveau grâce à un certain Pierre de Coubertin. Suite à quoi, je passerai le relais à Sam. T'as vu? Hein? C'est une métaphore de sport. C'était une métasport. Ouah. Alors, les Jeux Olympiques antiques sont des concours sportifs panthétériques. Comme tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'ils ont lieu tous les 4 ans. Ah oui. Et qui sont organisés entre les cités grecques antiques. Les tout premiers Jeux Olympiques connus ont eu lieu au cours de l'été 776 avant JC, donc Jean-Claude. Jean-Claude Van Damme, à Olympie, un site situé dans le sud de la Grèce où on se rendait pour vénérer les dieux. C'est pour ça qu'on appelle les Jeux Olympiques les Jeux Olympiques. Mais oui, déjà. Oh là 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 De là. toute façon, déjà, c'est très intéressant. Bah, Les Jeux Olympiques ont été créés en l'honneur du dieu le plus célèbre de la Grèce antique, Zeus, le roi des dieux.
Les athlètes priaient Zeus pour obtenir la victoire et faisaient des offrandes pour le remercier de leur succès. Donc déjà, il y avait un lien quand même pas mal avec la mythologie. L'adoration de Zeus était l'une des rares choses sur lesquelles les Grecs de l'Antiquité étaient d'accord. Moi, ça me rend presque jaloux. Un truc sur lequel tout le monde est d'accord, moi, ça me fait rêver. Parce qu'en effet, les Grecs étaient divisés en différentes cités-États. Donc, il y avait Athènes, Corinthe, Sparte. Tu sais, Sparte, c'est les mecs huilés que tu aimes en beaucoup, slip, là. qui ont fini à 300. Ouais. Et ces cités étaient souvent en guerre les unes contre les autres. Mais, même en des temps très troublés, les cités-États qui étaient en guerre déclaraient une trêve afin que les athlètes puissent prendre part aux Jeux Olympiques. Ah ouais, donc ça se maravait toute l'année, sauf à certains moments, et non, pause. Exactement, c'est comme la trêve de Noël, ou tu vois, Okay. c'est exactement pareil. Donc en fait, ils allaient se maraver, mais dans le stade. D'accord. Alors, contrairement aux jeux modernes, seuls les hommes étaient autorisés à concourir, et comme tu n'es pas sans le savoir, ils le faisaient tout nus. Oh là là. En effet, les Grecs s'affrontaient lors d'épreuves sportives nues pour montrer la puissance physique et les prouesses du corps humain, et également sur un plan purement pratique, parce que la nudité était un moyen de dissuader toute tricherie. Et ainsi de mettre en avant la valeur morale de l'athlète. Ouais, mais je sais pas, en épreuve de lutte, par exemple, genre t'avais pas moins de mettre un petit doigt dans le cul pour déstabiliser son adversaire. Alors, je pense qu'il y a certaines luttes, notamment justement la lutte et la pancrace, dont je parlerai un petit peu plus tard. Je pense que ça doit donner lieu à des situations assez gênantes. Voilà, mes couilles sur ton front, ça prend un dindon, tu vois, genre... C'est exactement l'image que j'ai eue en tête. Ouais, je pense que ça peut complètement arriver, ouais. Et alors, il se trouve que même, il fallait vraiment pas déconner, parce qu'un tricheur avéré pouvait être fouetté par les arbitres. Normal. Et honnêtement, moi je trouve que, imagine les contrôles antidopage aujourd'hui. Positif, là. T'as simulé sur le terrain. Là. Et là, je veux dire que les épreuves, ça filerait droit. Ah, c'est clair. Cependant, la nudité associée à la victoire peut avoir aussi une conséquence plutôt cool. Parce qu'en effet, les athlètes vainqueurs avaient le privilège de devenir un modèle pour les sculpteurs qui devaient travailler à des œuvres représentant des dieux. Donc du coup, ils pouvaient ensuite être exposés dans des temples. Donc les athlètes, du coup, avaient la possibilité de devenir immortels. Waouh. Ça claque, hein. Franchement, je veux pas minimiser les champions olympiques actuels qui ont des médailles, des sponsoring, tout ça, mais quand même, ça claque. Bah non, mais surtout que maintenant, faut quand même bien se le dire, la plupart des champions olympiques, des athlètes olympiques ne vivent pas de leur sport. Donc c'est souvent des gens qui ont des métiers à côté ou autres, donc... Mais ça reste quand même leur principal objectif. Bah oui. C'est le Graal. Oui, on est d'accord. Alors après cette parenthèse sur les mecs à poil, et pour en revenir à Zeus, tu n'es pas sans savoir que c'est un peu le big boss des dieux grecs, hein. Il est le dieu de la foudre, mais c'est aussi un bon gros queutard. Ouais. Et la plus célèbre de ses aventures avec une mortelle est celle qu'il eut avec Alcmène. Pour la charmer, Zeus se métamorphosa en son mari, Amphitryon, et passa la nuit avec elle. Cette courte liaison a donné naissance à un personnage mythologique célèbre. Alors Sam, d'après toi, quel est ce personnage ? S'agit-il d'Adonis ? D'Hercule ? D'Achille ? Ou de Kratos ? Bah écoute, je sais pas trop. Avant que tu donnes les réponses, moi le premier truc que je me suis dit, Hercule. Mais là du coup j'ai un doute. C'était quoi le troisième déjà ? Achille. Parce que je pense que tu bluffes sur Kratos. Je vais dire Achille, allez. Et c'est une mauvaise réponse. Oh non ! Et non, la bonne réponse c'est Hercule. Voilà, Hercule qui est surtout Fuck connu that. pour sa superbe série dans les années 90. Bah oui, Ah, grave. formidable. Mais J'adorais cette série quand Ouais. j'étais petit. Il s'est fait détrôner par Xena, malheureusement. Adonis, c'était un jeune homme incroyablement beau, dont même Aphrodite tombait amoureuse. La classe, quand même. Hein. Ouais, pas mal. Achille, alors, je me rends compte que j'ai marqué Achille Talon. J'ai pas fait exprès. et Achille, donc c'est joué par Brad Pitt dans le Ouais, bah film oui. 3, évidemment. Qui est la copie conforme du Achille de l'époque. Hein, on est d'accord. Exactement, Ouais. là pour le coup, c'est Un Californien avec les cheveux décolorés. complètement accurate. Et très nonchalant. Comme ça. Ouais, grave, ouais. Et donc le talon était bien évidemment la seule faiblesse. Et Kratos, le fantôme de Sparte, héros de la série God of War. Alors, au niveau des jeux en eux-mêmes, je me suis renseigné de voir comment se déroulaient les jeux à l'époque. Ça se déroulait toujours en été, ça durait 5 jours. Alors le premier jour était uniquement consacré à des manifestations religieuses, donc processions, prières, sacrifices. C'est un peu l'équivalent de notre cérémonie d'ouverture actuelle. Ok. Avec plus de sang partout parce que il sacrifiait Évidemment, les il fallait animaux et tout sacrifier ça. des bœufs, des bœufs, j'imagine. Ou Entre autres, de tout ce qui passait, quoi. Mm. Le deuxième jour, les épreuves sportives à proprement parler commençaient, donc par la course de chars, qui avait lieu de manière assez logique à l'hippodrome. Puis venaient les différentes épreuves du pentathlon. Est-ce que tu peux me nommer les épreuves du pentathlon ?
Oh là. Si tu penses à sport antique. Hein. On peut Ouais, bien vraiment, sûr. Alors je vais dire, il y avait pas lancer de disque ou de javelot? Les deux, oui. Ah, les deux. Oui. Ok, cool. Attends, qu'est-ce qu'il faut la lutte, j'imagine. Oui. Ouais. Devait sûrement y avoir une épreuve de course à pied. Effectivement, la course autour du stade, oui. Ok. Bah c'est bon, 5. Alors, il en reste Ah, encore merde. La course de chevaux que tu disais, non? non, ça c'est pas dans le pentathlon. Ah, d'accord. Alors attends, tac. Il y avait pas un truc de nage? Non. Non, ils avaient pas de piscine à l'époque, mais je vais te le donner, c'est le saut en longueur. Et ils avaient. Oui. Et oui, effectivement. Putain, j'ai fait presque sans faute, quoi. Et donc la lutte, effectivement, qui devait donner des situations assez gênantes à poil, comme on en parlait tout à l'heure, hein, à coups de bonne burne à des endroits qu'il ne faut pas. Sur le front. Sur le front, principalement. Bah oui. Le troisième jour était marqué par une grande procession, et une hécatombe. Et dis donc, Sam, qu'est-ce que c'est une hécatombe? Est-ce que c'est une course dans les rues de la ville organisatrice, suivie par des boucs en rut? Le sacrifice de 100 bœufs pour honorer les dieux? L'incendie volontaire de 20 oliviers pour galvaniser les athlètes? Ou une prière générale pour pouvoir faire s'élever de son caveau le champion de l'année précédente sous la forme d'un robot géant? Ah non, ça c'est le mécatombe. T'as vu Mais j'ai pas la ref par contre. Ah non, c'est moi qui l'ai inventé ça. Ah, d'accord. C'est juste un jeu de mots de grande qualité. Ah ouais, oui. Alors du coup, je vais dire les oliviers qui brûlent là. Et c'est encore une mauvaise réponse. Oh. En fait, tout à l'heure, t'as parlé de sacrifier des bœufs, et effectivement, c'est ça. C'est le sacrifice de 100 bœufs pour honorer les dieux. Ah ouais. Ça fait un sacré paquet de bœufs. Ah, ouais, effectivement. Alors ensuite, ce sacrifice était suivi d'un banquet dans la maison des magistrats, auquel étaient conviés les juges, les prêtres, les ambassadeurs, les athlètes, tout le monde. L'après-midi, ensuite, il y avait les épreuves réservées aux juniors. Donc de 12 à 18 ans. Il y avait déjà les épreuves pour les poussins. Ils avaient tout prévu déjà. Après, ils allaient goûter. Enfin, mais ils étaient à poil aussi, du coup? Ça, j'ai pas trouvé l'info. Mais ouais. Ah ouais, maintenant que tu le dis, c'est. Ouais, bon, oublions ma question. Ouais. Bon, après, c'est comme les enfants qui courent à poil sur la plage. Hein. Ouais, bah. Sauf que là, bon, ils sont plus nombreux, quoi. Alors, les 2 derniers jours étaient marqués par différentes épreuves, en particulier des sports violents comme la boxe, le pancrace. Donc ça, c'est la lutte gréco-romaine, où il était juste uniquement interdit d'introduire le doigt dans l'œil ou dans la bouche de l'adversaire, ou de lui tirer l'oreille ou les parties génitales. C'est les seules règles. Donc on pouvait mettre le doigt dans les fesses quand même, quoi. Ah, tu peux mettre un bon gros doigt dans le cul, ouais. Ça, y a pas de problème. Et des grosses mandales, enfin, tu peux tout faire. Voilà. Et tout ça à poil, hein, bien sûr. Merci de préciser. Tout ça, bien sûr, c'est des fois qu'on l'aurait oublié. Et les jeux s'achevaient finalement par une course de 400 mètres, accomplie par des guerriers en armes. Badass, les mecs. Hein. Oh là là. Armure, tout. C'est sympa. Ouais, je pense qu'ils devraient faire pareil. T'es les mecs des militaires de chaque truc qui courent avec leurs flingues. Ça serait vachement bizarre quand même. Ouais, tu m'étonnes. Les vainqueurs de chaque épreuve recevaient bien sûr chacun une couronne de feuilles d'olivier. Il n'y avait pas encore les médailles, évidemment. Toutes ces épreuves paraissaient fixées durant le 1er siècle de l'histoire des Jeux, et hormis quelques petits changements, le programme olympique est resté inchangé du milieu du 7e siècle, avant JC, jusqu'à la fin du 4e siècle de notre ère, quasiment 1000 ans en fait. D'accord. Donc plus précisément en 393, après la conquête de la Grèce par l'Empire romain, qui eux préféraient les jeux du cirque. D'ailleurs, on a fait un épisode très intéressant sur le cirque, n'hésitez pas à aller l'écouter. Hein, Oui. Et donc c'est Théodose Ier, alors premier empereur romain catholique, fit du christianisme la seule religion tolérée dans l'Empire romain, et interdit les cultes païens, parmi lesquels les fameux Jeux Olympiques. Merci les bigots. Alors fast forward au début du 19e siècle. Ah ouais. Ah non, bah non, du coup à la fin du 19e siècle, pour vous parler d'un certain Pierre de Coubertin, né le 1er janvier 1863, qui était baron et parisien. C'était un homme libre, parce qu'à 24 ans, il renonce à une carrière militaire et décide de servir la France en réformant son système éducatif, qu'il juge désuet et sans imagination. Ah ouais. Donc Déjà, le mec à 24 ans était drivé. il a une vision. Il a une vision. Il a le une mec. vista, comme diraient les autres. Ah mais c'est ça, lui, s'il était dans la Silicon Valley, il aurait fait des miracles. Il aurait fait évident. l'iPhone. Il aurait fait... c'est lui. Ah ouais, mais c'est lui qui l'aurait fait. Ah ouais, il aurait porté des cols roulés et tout. Alors, il voyage en Angleterre et en Amérique, où il est... Enfin, aux États-Unis d'Amérique, bien sûr, où il est frappé par l'importance accordée au sport dans le système éducatif. Et il est lui-même un grand sportif et pratique la boxe, l'escrime, l'équitation et l'aviron. Ah ouais, quand même. Ah ouais, multicarte le mec.
Il est soutenu par le directeur de l'enseignement secondaire, Georges Morel, et donc du coup, de Coubertin décide de convaincre élèves et professeurs de constituer des structures sportives scolaires, et en 1889 est créée l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, l'ancêtre de l'UNSS. L'UNSS. Bah, tu sais, au lycée, quand tu sais le sport que tu fais en dehors des heures de cours. Oh. Alors du coup, ça répond d'accord. tout de suite à ma question, tu n'as pas fait du NSS, toi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. T'as jamais... Bah moi je me contentais des 4 heures de sport hebdomadaires. Ouais, qui sont largement insuffisants, mais... Ouais. Moi ça m'allait, moi. Toi, ça... Ouais, non, mais avec du recul, moi, ça m'allait J'aimais très bien bien surtout aussi. les courses d'orientation en forêt. Où on se cassait avec les copains, on avait fumé des joints dans la forêt. Voilà. Oh la vache. Ah, non, C'était il y a très longtemps. Hein. Ouais, c'était la moitié de ma vie. Il y a de ça la moitié de ma vie. Ok, bah écoute, moi plus modestement, j'ai fait du badminton en UNSS. J'ai fait 1 an. Hein. C'est vrai que c'est compliqué de faire du sport en dehors des heures de cours, ça c'est en plus. Tu sais, c'est genre le mercredi après-midi. Ouais, relou quoi. Bah c'est ça quoi. Alors que ça a quand même plutôt bien pris parce qu'au début, il y avait seulement 3 licenciés au lancement de l'organisation. En 2022, il y avait 1 40 000 licenciés quand même. Ah ouais. Ah ouais. Donc tu vois, c'est un truc qui a duré dans le temps. Hein. C'est plutôt pas mal. Mais bien sûr, de Coubertin ne comptait pas s'arrêter là. Le petit homme à la grande moustache, comme on l'appelait, revient aussi d'Angleterre avec un projet en tête. Le 25 novembre 1892, il participe à une rencontre à la Sorbonne de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, donc voilà l'UNSS dont il était le secrétaire général. Et à la fin de son allocution, il ajoute ces mots énigmatiques. « Votre serviteur espère réaliser avec vous cette œuvre grandiose et bienfaisante, le rétablissement des Jeux Olympiques modernes. » Sur le moment, personne ne percute. C'est considéré comme un énorme coup d'épée dans l'eau. Personne dans l'auditoire ne comprend la portée de ce qu'il annonce. C'est-à-dire que c'est genre que personne n'a pris ça au sérieux. Ah ouais. Dès lors, de Coubertin, il va pas chômer parce qu'en un temps record, il va accomplir vraiment des miracles. Donc le 23 octobre 1894, donc soit 2 ans après, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à nouveau, il fait adopter devant 2000 personnes les 4 principes de base de ces Jeux. Donc la périodicité sur 4 ans, l'introduction de sports modernes tels que le football, le cyclisme, et la désignation d'un comité international, le CIO, et le principe d'itinérance de ville en ville. Voilà, ça c'est les quatre trucs de base et qui sont toujours en place actuellement. Ouais. Et moins de 2 ans plus tard, donc entre le moment où il a dit « on va faire des JO », 4 ans plus tard, Athènes ouvre le bal des Jeux Olympiques modernes. Donc évidemment les premiers se passent à Athènes. C'est logique, on va dire. Ouais, on va dire, ouais. Nous sommes donc en avril 1896, et cette année-là, en vue de préparer les Jeux de Paris, programmés en 1900, Coubertin prend la tête du fameux CIO. D'ailleurs, au passage, les JO ont déjà eu 2 fois... ça s'est déjà passé 2 fois à Paris. Hein. Il y a eu 1900 et 1924. Ah ouais. Et donc ça fait pile 100 ans. Donc il n'y a pas eu de la magouille là quelque part pour que comme par hasard ça tourne en 2024. Il y a peut-être eu de petits de petits billets. Après par contre ce qu'il faut quand même pas obliger c'est que ça a pris 100 ans donc c'est intérêt à déglinguer hein. Parce que 100 ans de préparation je suis désolé Bah va falloir mettre des pastilles nettoyantes dans la scène hein. Moi il y a que ça que il y a eu un gros budget chlore je pense. Ouais. Je crois qu'il y a eu plus d'1 milliard de dépensés. Juste pour la rivière pour assainir la Seine. Je crois, j'ai peut-être une grosse connerie, mais... Non, bah, ce serait pas surprenant parce que voilà le chantier. Hein. Ouais, mais bon, apparemment... C'est toujours pas... Bah ouais. Bon, on a des piscines. Ouais, voilà, au cas où, voilà. Plan B. Alors, de Coubertin est connu pour la devise « L'important, c'est de participer ». Ah. Parce qu'il a dit dans un discours de 1908 « L'important dans la vie n'est point le triomphe, mais le combat. Ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Donc en fait, sa formule a été un peu changée et simplifiée quoi. L'important c'est de participer, ça a été parce que c'est un peu long quand même là. Ouais. La deuxième, tu vois. Ouais, mais ça, non, mais il dit quand même quelque chose en plus, c'est que l'important c'est de faire l'effort d'essayer de gagner. C'est quoi. de faire l'effort. Et par contre, la réelle devise que voilà, c'était vraiment la sienne, c'était bouger, apprendre et découvrir. Alors moi, je sais pas pourquoi quand j'ai vu ça, le premier truc que ça me fait penser, c'est sur les pubs pour les machins gras. Peut-être à manger, bouger. Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais. Moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Bah, ils sont pas allés chercher bien loin, à croire. Hein. Non, c'est ça. Alors, ce visionnaire était aussi un réactionnaire, avec quelques petites parts d'ombre. C'était un homme de son temps et de son milieu social, parce que c'était quand même un baron, et plusieurs de ses idées, à l'époque courantes et partagées, apparaissent aujourd'hui comme totalement anachroniques, voire scandaleuses. Là, je pense que ça va te plaire. Ainsi, de Coubertin était un colonialiste convaincu et assumé. Ah, ça m'étonne. Il écrit dans ses mémoires conservés aux archives du Comité olympique international... Ouvrez les guillemets.
Dès les premiers jours, j'étais un colonialiste fanatique. Les races sont de valeurs différentes et à la race blanche, d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance. De Coubertin ne cachait pas non plus sa misogynie. Il n'eut de cesse de vouloir interdire les compétitions olympiques aux femmes. Ouvrez les guillemets à nouveau. Nous estimons que les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Une olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique. Malgré tout... Oh putain, c'était il y a longtemps. Malgré tout, en 1928, lors des JO d'Amsterdam, les femmes furent admises à concourir pour la première fois sur décision du CIO. À quelle date ? 1928. D'accord. Voilà. La question de la participation des femmes aux Jeux Olympiques fut d'ailleurs l'un des sujets qui entraîna sa démission de la présidence du CIO en 1925, au grand soulagement de l'ensemble des membres du comité olympique, parce que le baron, il avait un peu tendance à se prendre pour le roi. Tu vois ce que je veux dire ? Un petit peu dictatorial le mec, hein, il laissait pas trop les gens. Il avait une idée dans la tête quoi. Il était drivé, drivé le mec. La vista. Donc voilà, un homme dont l'état d'esprit est ancré dans son époque, un raciste et libéral, misogyne et réformateur. N'oublions pas qu'il évoluait aussi dans une époque où existait l'antisémitisme ordinaire. Effectivement. Voilà, donc transition toute trouvée pour passer la main à mon cher Sam. Mais avant ça, laissez-moi vous planter le décor. Nous sommes donc en 1931. Le CIO choisit la capitale allemande pour accueillir les Jeux de 1936. À ce moment-là, la République démocratique de Weimar ne fait peur à personne. Cependant, en 1933, un certain moustachu parvient au pouvoir. Alors Sam, qui est ce fameux moustachu un petit peu énervé qui a pris le pouvoir en Allemagne de manière démocratique ? S'agit-il de Super Mario ? De Tom Selleck ? D'Adolf Hitler ? Ou de Noël ma mère ? N'importe quoi. Bah, ai-je vraiment besoin de répondre à cette question ? Évidemment. Il le faut, je te l'ai posé, faut que tu répondes. Ah bah c'est Super Mario, évidemment. Ah, mais oui, très énervé Super Mario. Bah, hein, oui. Là, Il casse des briques. Hitler donc. Pourquoi on se marre Non, parce que c'est toujours rigolo. Ouais, voilà. Bon. Et oui, le Reich a lancé auprès du cher et vénéré baron de Coubertin une opération de séduction, appuyant en vain sa candidature au prix Nobel de la paix, alors que le Front populaire mené par Léon Blum appelait carrément au boycott des Jeux. Et donc il faisait pression. En gros, il essayait de séduire de Coubertin, alors même qu'il ne faisait plus partie du comité. C'est juste qu'il était un peu la figure, tu vois. Coubertin succombe d'ailleurs aux sirènes berlinoises. Il ne fait pas le déplacement jusqu'à la capitale allemande, mais applaudit des deux mains ces Jeux de la 9e Olympiade de l'ère moderne. Comment voulez-vous que je répudie cette célébration ? Lit-on dans le quotidien sportif L'Auto du 4 septembre 1936. Puisqu'aussi bien cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement immense que les Jeux Olympiques ont connu. En gros, il compare vraiment l'exaltation des Jeux Olympiques à la montée du nazisme. C'est discutable. Voilà. Après, il est mort 1 an après. Donc, en gros, j'avais lu que, en gros, il est mort trop peu de temps après pour que ça marque les esprits. Et en même temps, bon, voilà, c'est un peu tombé dans l'oubli, quoi. Ouais. Bah, c'est surtout sa carrière, en gros, qui a été. Voilà, exactement, notable, quoi. Et voilà, donc pour ma partie du sujet, il est temps que je passe le relais, le flambeau, la torche. N'ayons pas peur des mots. À toi, Sam. Oui. Dans ton culture. Et effectivement, les premiers Jeux Olympiques dont je vais parler ici sont les JO, la compétition qui a poussé les JO dans l'ère moderne, car plusieurs éléments qui deviendront récurrents dans les compétitions qui suivront ensuite se dégagent. Tout d'abord, un peu de contexte, et une fois n'est pas coutume, on va parler des gros nazis. Voilà, évidemment. Ah ouais, bah ça on l'avait vu venir, hein. J'en ai un petit peu parlé déjà. Effectivement. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, l'attribution des JO avait déjà été faite à l'Allemagne en 1916, mais avait été reportée à cause de la Première Guerre mondiale, puis de son exclusion de la compétition pour les JO de 1920 et 1924. Des négociations, comme l'a rappelé Gott, sont alors menées pour que les Allemands puissent finalement accueillir les JO en été 36. Voilà, et ça a été confirmé en 1931, ça. Voilà. Ouais. Mais il y a un pépin. En effet, Hitler, ça l'enthousiasme pas trop d'accueillir ces JO parce que ça correspond pas trop avec l'idéologie raciste et fasciste. Tu vois, la communion des peuples, tout ça. Ah oui, quoi. la paix entre les peuples, c'est pas trop son truc, Non, là. il voit pas trop les choses comme ça. lui. Non. Malgré tout, il acceptera de les accueillir pour plusieurs raisons. Déjà, faire une démonstration de puissance qui permettrait de montrer au monde que l'Allemagne est capable d'accueillir un événement mondial en toute sécurité.
Ensuite, bénéficier des retombées économiques et évidemment une autre raison qu'on évite généralement de crier trop haut, prouver la supériorité de la soi-disant race aryenne qui, quand bien même existerait, Hitler n'en ferait pas partie. Je dis ça comme ça, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Ouais. De plus, suite aux mauvaises performances des Allemands au JO de 1932, ils ont même fait moins de médailles que les Français, quoi. Scandaleux, Oh, la absolument loose. insupportable, quoi. Hitler est soucieux de démontrer que l'idéal nazi passe aussi par l'idéal du corps. Il lance alors un grand plan afin d'ouvrir des centres d'entraînement dans tout le pays. Ces clubs de sport, vitrine du régime, excluent de facto les non-aryens. Les Allemands prévoient initialement de n'envoyer que des athlètes répondant aux critères esthétiques des nazis. Les athlètes allemands juifs, parce qu'il y en a et pas mal d'ailleurs, seront exclus des JO, mais en raison de nombreuses protestations, et notamment aux États-Unis qui considèrent pendant un temps le boycott, les nazis reviendront un peu sur cette décision, je vais y revenir. La situation sera... C'est pas simple. C'est pas simple. Non, pas mais simple. rien qui est simple avec les JO. Ah ouais, clairement pas. Ouais. La situation sera désamorcée grâce à l'action d'un certain Avery Brundage. Pour la petite histoire, Avery était influent dans le monde du sport américain et en particulier dans l'organisation olympique des États-Unis dont il deviendra le dirigeant. Il sera même élu président du comité olympique de 1952 à 1972. Retenez bien son nom car on va en reparler. Le Brundage... un foreshadowing. Oh mais ouais, mon gars, de fou, quoi. Le Brundage, alors, que fait-il ? Eh bien, déjà, lui, il n'est pas en faveur du boycott et décide de se rendre en Allemagne en 1934 pour faire une tournée d'évaluation. Il conclura que les Allemands font preuve de bonne volonté pour inclure des athlètes juifs au sein de leur délégation et que les juifs ne peuvent pas utiliser les Jeux comme arme pour boycotter les nazis. Un bon gars, lui, encore. Il hein. présente bien ces Ah, Allemands. ouais, hein. hein. Ouais. En plus de ça, la décision fut prise de cacher les éléments les plus marquants de la propagande nazie. Donc évidemment, on retira les affiches de propagande dans l'espace public et on demanda aux journaux de baisser le ton en ce qui concerne les publications racistes et ou antisémites. Cela aura également pour effet de donner l'image d'un pays pacifique et les doutes qui pesaient sur ses intentions criminelles et expansionnistes furent calmés. Ah ouais. Ah, Phew. c'est marrant. On a évité Ah, le pire. Ah ouais, c'est ça. Gestion de la propagande, ça fait un peu penser à CNews. Bon, vas-y. Tu dis ça, tu dis rien. Je dis ça, je dis rien. Donc évidemment, comme tu l'as rappelé, Coubertin apporta son soutien à ces jeux et s'en montrait d'ailleurs très enthousiaste. Ah ouais, il kiffait. Hein. Ouais, Ouais. il prononcera même le discours de clôture et ira jusqu'à remercier Hitler, comme tu l'avais dit tout à l'heure, là, qui aura évidemment grandement contribué au retentissement des Jeux Olympiques. Donc on peut dire merci Hitler quelque part. Bah ouais, sympa. Quelle horreur. Ça me... Et effectivement, les Allemands font preuve de bonne volonté et reviennent sur leur décision d'exclure les Juifs. Ainsi, 2 athlètes juifs représenteront l'Allemagne. L'un des deux est une athlète juive du nom de Helen Meyer et remporta la médaille d'argent à l'escrime. Sur le podium, malheureusement, elle sera contrainte de faire le salut nazi de circonstance afin de se protéger, elle et sa famille. Ouais, bah pas le choix. Hein. Ouais. C'est quand même un peu l'horreur. Ces JO seront aussi marqués par la performance des Américains, en particulier des Noirs américains qui s'illustrent, à l'instar de Jesse Owens, qui remporta 4 médailles d'or. Cela aura d'ailleurs pour effet, assez satisfaisant, d'énerver au possible Joseph Goebbels, qui était le chef de la propagande nazie, qui l'interprétera comme étant un affront fait à l'humanité blanche. Rien que ça, quoi. Ouais. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast, c'était une interview de Nelson Montfort, que je connaissais très peu en fait au final, et il racontait justement cette histoire avec Jesse Owens qui a raflé quand même pas mal de médailles et qui en fait a reçu des conseils d'un athlète allemand qui lui était grand, blond, tout ça, et qui malgré le fait qu'il s'est fait battre a donné des conseils à Jesse Owens, ouais. Ah ouais. Donc très fair play, ce qui n'a pas manqué évidemment d'énerver les dirigeants nazis. Oui, bah ça, ouais. Rien d'étonnant. Malgré tout, l'Allemagne remporte le plus de victoires et empoche 89 médailles. Évidemment, donc quand s'ils font des plans nationaux d'ouverture de camps sportifs pour faire en sorte que le plus grand nombre possible d'athlètes soit au top, rien d'étonnant à ça. Ces JO seront évidemment un succès pour la propagande nazie, qui s'en sort grandi et lui donne des ailes, si je puis dire. Ouais, bah on sait, oui. Ouais.
Donc déjà, 2 grandes tendances se dégagent de ces jeux. Tout d'abord qu'ils sont un support car elles servent d'excuses, on va dire, aux pays organisateurs pour montrer leur puissance et promouvoir leur modèle. Encore plus quand ces pays sont des régimes autoritaires et fascistes, évidemment. Parce que ces pays-là ont toujours à cœur de démontrer que c'est eux les meilleurs, quoi. Ah bah c'est souvent des gros concours de bites. Hein. Ah bah ça, ouais, bien sûr. on est d'accord. Et on peut aussi y voir, par opposition, l'opportunité pour des groupes minoritaires, opprimés ou victimes de répression de faire parler de leur cause et d'attirer l'attention du public. Même si les victoires de Helen Meyer, donc l'escrimeuse juive, et de Jesse Owens n'étaient pas des actes militants en tant que tels, ils ont malgré tout montré que des juifs ou des noirs pouvaient faire de meilleurs résultats que la soi-disant race aryenne. Et ça, c'est beau. Alors que ils étaient juste meilleurs en fait. Bah voilà, Ouais. Helen Meyer était meilleure. Bah oui. Exactement. Nous allons maintenant nous intéresser au déroulement des JO pendant la guerre froide. Et oui, on en parle encore une fois à chaque fois. Attends. Donc tu veux dire que tu vas nous parler des communistes ? Des communistes, mon gars. Effectivement. Ah là là. Non mais ça avait manqué. On s'en sort pas. C'est ça que dans l'épisode sur la diarrhée, c'était quand même dur de parler des communistes. Donc alors là au moins, on est vraiment dans le contexte. On est d'accord. Et on va pas se le cacher, hein, même si cet événement est censé représenter l'union des peuples à travers le sport, le ton fraternel se perd dès lors que des intérêts nationalistes ou idéologiques se confrontent, évidemment. On va pas vous faire non plus le résumé sur la guerre froide, hein, on en a déjà pas mal parlé sur des sujets précédents, à savoir le rideau de fer, les super-héros russes ou encore Tchernobyl. On y parle d'ailleurs. On a vraiment. Non mais vraiment. Et entre parenthèses, on parle aussi dans ces sujets-là, dans ces épisodes-là, de l'origine de la musique de Jacques Brel et du lichen. Donc allez-y, écoutez. Ouais, surtout parce que c'est très intéressant. Et si vous ne le saviez toujours pas, hein, nos sujets sont hétéroclites et on vous promet qu'on ne fait pas une fixette sur la guerre froide du tout. Non. C'est la guerre froide qui vient à nous. Voilà, c'est ça. Et puis c'est juste que c'est un grand pan de l'histoire contemporaine, on n'y peut rien. Ouais, on est d'accord. Donc oui, la guerre froide s'est tendue. C'est ce face-à-face, évidemment, qui a opposé les deux superpuissances, l'URSS et les États-Unis d'Amérique. Fuck yeah! Fuck yeah! Pendant près d'un demi-siècle. On peut également ajouter à ça les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis ou des bavures sécuritaires qui entraîneront la mort de personnes. Et donc, je vais me servir de 3 Jeux Olympiques, 3 dates, pour illustrer mon propos. Et donc, premier exemple, je vais ici parler des Jeux Olympiques d'été de 1956 à Melbourne, en Australie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces JO, c'est compliqué. Hein. Déjà, afin d'éviter tout débordement, le village olympique sera coupé en 2, afin de séparer les athlètes occidentaux des athlètes soviétiques. Alors que la révolution hongroise, au même moment, un mois plus tôt, contre le régime communiste faisait rage, l'armée soviétique envahit alors le pays et réprima violemment la contestation. Le match de water-polo opposant la Hongrie donc à l'URSS se déroula dans ce contexte. Même Ambiance. Si... Hein ? Ambiance. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et même si par principe les jeux sont séparés de la politique, la piscine devient ici un vrai lieu de lutte entre deux nations rivales politiquement. Ça s'invective, ça s'insulte jusqu'à ce que les coups commencent à pleuvoir. Le joueur hongrois Zador, dont l'équipe menait et finira d'ailleurs par remporter le match, se prit un violent coup de coude au visage, lui éclatant l'arcade. Il y a même une photo de ça, tu vois, il sort de la piscine et la gueule en sang, le gars, c'est n'importe quoi. Le truc, ça ressemble au tournage des Dents de la Mer, t'as des marques de sang dans la piscine. Non, c'est ça, quoi. Ouais, exactement. L'un de ses coéquipiers, d'ailleurs, n'ira pas avec le dos de la cuillère pour qualifier ses adversaires. Il les qualifie de salauds qui ont mis leur pays à feu et à sang et à massacrer les leurs. Donc évidemment, le mec, ils ont la rancune, quoi. Ouais, léger, ouais. Ouais, léger. Clairement, l'esprit sportif et le fair play ne sont pas de mise durant ce match. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors que les joueurs hongrois sont sous la menace de se faire arrêter une fois de retour au pays, la moitié de la délégation hongroise fera défection pour les États-Unis avec l'aide d'un journaliste de Sports Illustrated et d'un attaché de presse. Tu sais, Sports Illustrated, c'est le magazine avec les meufs à poil là, mais oui, mais en milieu de page. Mais je crois même que c'est l'almanach dans Retour vers le futur. Je crois que c'est l'almanach de Sport Illustrated. Ah, peut-être. Ah, mais non, je raconte n'importe quoi, c'est les résultats sportifs. Non, j'ai cherché une ref où il n'y en avait pas, excuse-moi. Pas de souci. Mais non, mais tu sais, c'est des magazines, c'est un magazine de sport où souvent t'as une page centrale, tu sais, que tu peux déplier, où t'as une nana en bikini, je crois que c'est pour ça qu'il est connu, ce magazine-là. Ah oui, je crois que c'est un peu, en gros, c'est un peu l'équivalent du catalogue des 3 Suisses, mais pour les États-Unis, en fait, genre, à l'époque où il n'y avait ni internet, ni, on est d'accord. Bien sûr. Évidemment. Et ensuite, je vais m'attarder ici sur les Jeux Olympiques d'été de 1968 à Mexico.
Alors ces jeux sont rentrés dans l'histoire grâce à une action symbolique par les athlètes américains Tommy Smith et John Carlos, arrivés respectivement 1er et 3e de la course du 200 mètres. Tous deux brandissent leurs poings gantés de noir afin de protester contre la ségrégation raciale aux États-Unis et la condition des Noirs en général dans le monde. On a tous cette image, évidemment, en tête de ces deux athlètes, mais ce qu'on ne voit pas par contre sur la photo, c'est qu'il y avait un deuxième geste symbolique qu'ils ont effectué, c'est qu'ils ont tous les deux enlevé leurs chaussures avant de monter sur le podium, afin de mettre l'attention sur le fait que de nombre de leurs co-citoyens américains noirs n'avaient souvent pas les moyens pour pouvoir s'acheter ce type d'équipement, quoi, de chaussures. Et en fait, sur la photo, tu vois pas vraiment, parce que t'as la tête d'un gars qui cache leurs pieds, donc en fait, tu vois pas vraiment qu'ils sont pieds nus, quoi, les gars. Ah ouais, donc c'est comme la symbolique de se mettre à genoux, tout ça, c'est un peu... Voilà, okay. Carrément, exactement, quoi. Et Avery Brundage, donc... justement, j'allais me dire, mais où est ce fameux Avery ? Exactement. Donc celui qui avait visité la Légio, les JO nazis. Ceux-là. Ouais. Donc lui, ça le scandalisera que deux athlètes puissent se servir du podium pour faire une démonstration politique. Et il obtiendra l'exclusion à vie des Jeux Olympiques des deux athlètes. Ah d'accord. Ouais, il est super le gars, quoi. Alors que full valeur là. Ah non mais grave, ouais. Droit dans ses bottes. Mais l'événement le plus marquant de ces JO, et dont on ne parle peu, c'est le massacre de Tlatelolco, où entre 200 à 300 étudiants seront tués par l'armée mexicaine 10 jours avant l'ouverture de la compétition. Ah, c'est sympa pour l'image. Ouais, c'est clair. Des centaines de manifestants étudiants s'étaient rassemblés dans le quartier de Tlatelolco, c'est trop dur à prononcer, à Mexico, afin de protester contre la politique du gouvernement alors en place. Ce dernier ne s'embarrassa pas de dialogue ou de négociation avec les manifestants et donna l'ordre à l'armée d'ouvrir le feu sur la foule. Voilà, comme ça, au moins, même selon certains témoignages, t'avais des hélicoptères de l'armée qui survolaient la manifestation et qui rafalaient en fait dans la foule, quoi. Ah ouais, d'accord, ils ont fait un remake du Vietnam, mais voilà. Ok, ouais. Super. Et donc évidemment, c'est un massacre. Et même si on s'indigne un peu à l'international, les médias locaux seront plutôt favorables au gouvernement et l'affaire sera minimisée. Et d'ailleurs, selon des documents déclassifiés en 2018, la CIA aurait été impliquée dans ce massacre. Tiens, dis donc. Car le chef d'antenne de la CIA alors en place à Mexico donnera son soutien total au président mexicain pour rafaler, quoi. D'accord. Donc et ça, tu vois, c'est évidemment le geste des deux athlètes que tout le monde retient, mais il y a quand même cet événement-là qui s'est passé en marge des JO, qui est 10 jours avant, quoi. Est quand même absolument terrible, quoi. Et personne n'en parle, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, pour continuer d'illustrer mon propos, je vais ici parler des Jeux Olympiques d'été de 1972 à Munich. Et donc c'est là où l'Allemagne de la RFA donc met le paquet pour organiser des Jeux modernes. Et surtout pour faire oublier les JO nazis d'avant qui... c'est-à-dire que là, ils ont un sacré truc à rattraper, quoi. On est d'accord. Ouais. Mais malheureusement, ces événements seront mis à mal par la prise d'otage de 11 athlètes israéliens par un groupe de terroristes palestiniens appelé Septembre Noir et qui réclamait la libération de 200 prisonniers palestiniens. La prise d'otage tourne au fiasco complet, alors que les terroristes essayent de fuir l'Allemagne par avion. La police tentera d'intervenir et en fait, ça partira complètement en couille. Les 11 athlètes seront tués. Un policier et 5 des 8 terroristes seront également tués, quoi. Donc le four complet. C'est pas au niveau, on va dire opération chirurgicale, c'est raté. On est d'accord. Ouais. Et Brundage, encore lui. Encore. Mais il aura la décence d'interrompre pendant un court moment les festivités, histoire de commémorer la mort des athlètes, et déclara ensuite sobrement « The games must go on ». La grande place. Il était peut-être juste fan de Queen, t'en sais rien. Ouais, sûrement, ouais. Qui suis-je pour supposer d'une mauvaise intention de sa part. Vraiment, on a vu jusque-là que le mec était plutôt solide, il a plutôt des bonnes valeurs. Ouais, full valeur. Voilà, full valeur. Il faut aussi noter que cette édition verra la victoire du Cubain Teófilo Stevenson, boxeur amateur qui remporta la médaille d'or. Amateur, oui, car le régime cubain d'alors ne permettait pas de passer professionnel en boxe. Le régime laissait le choix pas terrible, de quitter Cuba pour tenter sa chance de devenir pro, ou alors de rester sur l'île, mais se contenter de rester amateur.
Stevenson fera le choix de rester, car amoureux de son île et partisan du régime castriste, il énerve les Américains et il leur rend bien à base de grosses patates dans la gueule. Et Stevenson servira évidemment de vitrine au régime castriste, mais il n'en demeurait pas moins un grand athlète. Et pour terminer ce sujet, je vais bien entendu parler des Jeux Olympiques plus récents, parce qu'il faut bien en parler. Ah oui, parce qu'il y a des choses quand même aussi. Hein. Bah oui, évidemment. Ah oui. Et je vais parler pêle-mêle ici alors de trois JO, donc les Jeux Olympiques d'hiver de 2014 de Sochi en Russie, les Jeux Olympiques d'été de 2016 de Rio de Janeiro et les Jeux Olympiques d'été de 2008 de Pékin. Et alors, mon cher Goth, selon toi, quels points communs ont ces Jeux Olympiques ? Des atteintes avérées ou supposées aux droits de l'homme ? Des appels au boycott ? L'exploitation d'ouvriers, le plus souvent immigrés ? Ou Michel du Central a aidé qui n'est jamais parvenu à s'y qualifier. Ah, selon sacré toi. Michel. Eh bien, j'ai pas une connaissance approfondie forcément de tout ça, mais je pense pouvoir affirmer sans me tromper que ce sont les 3 premières. Et tu as tout à fait raison. Et... Bravo, exactement. Exactement, tout à fait. Parce qu'évidemment, Michel du Central est un personnage fictif. On peut pas lui faire de reproches. Après tout, tu vois, non, c'est vrai. Il n'y est pour rien. Mais oui. Et en effet, que ce soit pour la Russie, dont sa police aurait entravé la presse sur place pour faire son taf, une demande de la part des autorités russes aux athlètes de ne pas promouvoir l'idéologie homosexuelle, ou encore l'emploi de nombreux travailleurs immigrés qui n'auraient été que partiellement payés, ou alors le Brésil, avec sa mauvaise gestion de la sécurité des ouvriers sur les chantiers, on y comptera 11 morts, l'utilisation d'unités de police spéciales afin de pacifier, entre guillemets, les favelas, ou encore... Par la force. Par la force, effectivement, mais la force avec amour. Bien sûr. Ou encore le déplacement de populations expulsées des dits précédemment favelas afin de faire de la place pour le village olympique, ou alors la Chine qui aurait directement menacé les athlètes afin d'empêcher toute forme d'activisme, les enfreintes aux droits de l'homme envers des peuples persécutés par le gouvernement chinois comme les Tibétains, ou les musulmans du Xinjiang, ou encore les inquiétudes liées à la cybersécurité, à tel point qu'on conseilla aux athlètes étrangers de ne pas ramener leurs propres appareils électroniques, conseil qui leur a été donné par leur diplomatie directement. Déjà, ça te met dans l'ambiance. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Bon voilà, pas besoin d'en dire plus, mais clairement les JO, en termes de droits de l'homme, en termes de tout ça, de tout ce qu'on vient de parler, peut faire mieux, clairement. Quoi qu'il en soit, les Jeux Olympiques sont malgré tout une magnifique célébration de la cohésion et de l'unité entre les peuples, même si après tout ce que je viens de dire, ça paraît très ironique. T'as donné que les mauvais exemples aussi, alors. Voilà. Ouais. Pendant quelques semaines, le monde entier vibre au rythme des performances des athlètes. Car même si j'ai un peu tapé sur l'organisation des JO, et que Goth n'a pas manqué de nous rappeler que le fondateur des JO modernes était, quand même, comme t'as dit, un homme de son temps. Oui, c'est un homme de son temps. Mais après, t'as oublié le principal truc, c'est qu'avant, j'ai parlé des mecs à poil. Ouais, oui, c'est vrai, les mecs huilés. Mais oui, ouais. évidemment. Les couilles sur ton nez, tout ça. Toi-même, tu sais. Les vraies stars de ce show sont les sportifs, qui sacrifient et investissent beaucoup pour pouvoir se hisser sur le podium, ou même pour se qualifier, et ça force le respect. Absolument. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects du sujet qu'on n'a pas forcément développé pendant nos recherches, et où on débriefe, quoi. Ouais. Du coup... Qu'est-ce que t'as pris, là? Excuse-moi. Du coup, moi, j'ai pas parlé de Astérix aux Jeux Olympiques. Ah, c'est vrai. Et ouais, j'en ai pas parlé, parce qu'il y a la BD et le film, qui est a priori un véritable désastre. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Tu l'as pas vu? Moi, j'ai préféré rester à Astérix et Cléopâtre. Ouais, c'est ça, vaut mieux. Hein. Que celui-là est quand même très drôle. Et la BD, malheureusement, je pense que je l'ai lu, mais c'était il y a tellement longtemps. Je l'ai lu, mais des vingtaines de fois. Ah ouais? Ouais, j'ai... Bon, de toute façon, je pense qu'on peut dire sans se tromper, il gagne grâce à la potion magique. Le dopage! Le dopage, hein, ils ont dû se faire fouetter après, je pense. Parce que... Mais bon, ils sentaient rien vu qu'ils avaient pris. Mais non, c'était les Grecs qui fouettaient. Ah ouais. Parce que c'était les JO romains là en plus, c'est même pas logique. Aucun sens. Mais oui. Oui en fait. Oh là là. Ou alors peut-être que ça se passe chez les Grecs. Non. Faudrait la relire. Non parce que c'est Jules César. Bah ouais, c'est Jules César. Mais non, tu confonds pas avec les 12 travaux d'Astérix. Mais non, mais même comment c'est, je crois pas qu'il va à Athènes pour les. C'est à Rome. Les Jeux Olympiques de Rome. Je sais pas, je me rappelle plus honnêtement.
Ouais. Du coup, j'ai beau l'avoir lu des dizaines de Ils fois. font un peu ce qu'ils veulent avec l'histoire. Hein. Ouais. Ouais. Et alors, il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de l'inclure dans mon sujet. Je me suis dit, ça ferait bien un petit fact comme ça, tu vois. En fait, la période de 4 années tu vois, qui sépare les Jeux antiques était nommée une Olympiade. Oh. Et ouais, en fait, ça servait de système même de datation. C'est-à-dire que le temps ne se comptait pas en années, mais en Olympiades. Ça, je pense que c'est même le truc le plus intéressant. De tout le sujet, quoi. Tout, quoi. Ah ouais. Donc voilà, moi, c'était le truc que je voulais rajouter par rapport aux Jeux Olympiques. Et alors, je voulais aussi faire un erratum sur notre dernier épisode sur la roue, où à la fin, on avait parlé de l'inventeur du Segway. Et qui censément s'était buté en tombant dans un ravin. Pas du tout, du coup. Eh bien, pas loin. En fait, c'est pas l'inventeur du Segway, c'est le millionnaire Jimmy Esselden qui est tombé dans un ravin. C'est lui qui avait racheté la marque Segway. Ah, ok. Donc, on peut dire qu'il a fait un très mauvais placement. Voilà. Et toi, t'avais autre chose que tu voulais rajouter? Ouais, parce que moi, en fait, j'étais censé couvrir les JO modernes, on va dire ça comme ça, mais j'ai pas parlé des prochains JO là qui arrivent là le 26 mais juillet. c'est vrai que c'est pour mais ça. Oui, les Jeux de non, Paris, mon gars, oui. putain, on l'oublie quoi. Et effectivement, faut bien le dire, hein, même si on peut critiquer la hausse des prix des tickets de transport, la mascotte qui est censée représenter un bonnet phrygien et que certains mauvais esprits diront que ça ressemble plus à un utérus, ou alors la qualité des eaux de la Seine qui, au 14 juin, n'était toujours pas suffisamment propre pour permettre de s'y baigner, ou alors l'expulsion des sans-abri en dehors de Paris afin de faire propre. Quelle chimère, la propreté est Paris, lol. La hausse des prix ils sont pas venus à Dublin. Hein. Oh, on est d'accord, c'est vrai, t'as raison. Ou alors la hausse des prix des logements de vacances qui a floppé, ou alors les risques liés à la sécurité, ou alors le bordel politique dans lequel se trouve la France actuellement, ou alors... Je m'arrête là. Ok, écoute, tu sais quoi, je vais essayer de rééquilibrer la balance. On a vu, au travers de son histoire, que les JO restent un événement majeur, suivi à l'heure actuelle par des millions de personnes. C'est 41 sports, 59 disciplines, près de 329 épreuves. Les athlètes qui prennent part à ces épreuves sont non seulement parmi les meilleurs du monde, mais ils ont aussi passé les derniers mois, voire années, à se préparer physiquement et mentalement juste pour ces 2 semaines. C'est le Graal pour tout sportif. Et n'oublions pas qu'à la base, chez les Grecs anciens, il s'agissait surtout et avant tout d'une période de trêve. Alors, on met tout de côté et on apprécie le spectacle. Que ce soit au stade, en fan zone ou depuis son canapé. Ah, c'est beau ce que tu dis. Place au jeu. Allez, bonne chance à tout le monde. Eh bien, voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. C'était vraiment cool de s'essayer un nouveau format. Nous espérons que vous avez passé un beau moment. Et n'hésitez pas à nous faire savoir si ça vous a plu sur les réseaux. Carrément. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission, ce coup-ci standard, dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Mettez-nous 5 étoiles pour nous mettre en haut du sapin et nous permettre d'être plus visibles aux yeux du reste du monde. On est d'accord. Et évidemment, rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. N'hésitez pas à manifester votre amour en likant un max. Et surtout, n'hésitez pas à nous soumettre des idées de sujets. Oui, s'il vous plaît. Plein de petits cœurs. Oui. Allez, Kenavo les potos. Bisous le sport. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.